Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Lors d'une précédente vidéo, nous avions étudié un aspect du rayonnement de la France en Europe et dans le monde, à savoir le tourisme. Aujourd'hui, nous poursuivons dans cette voie en abordant d'autres aspects du rayonnement de la France dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons principalement travailler deux compétences importantes de la géographie. Premièrement, à travers des cartes à différentes échelles et des planisphères, nous allons nous repérer dans l'espace. Puis, au travers d'articles de journaux et de sites internet d'entreprises, nous allons pratiquer l'analyse de différents types de documents. Cette vidéo sera co-présentée avec Joris, qui, comme moi, est professeur d'histoire-géographie dans l'Académie de Lille. Bonjour Joris. Bonjour Sébastien. Voilà, nous allons donc étudier ensemble deux aspects de la puissance de la France dans le monde, à savoir sa puissance économique, mais aussi son influence culturelle. Mais pour être le plus concret possible, nous avons choisi de partir d'un univers qui vous est familier, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Moi j'ai ma petite idée. Allez, c'est parti. J'ai vraiment besoin de ton aide. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait il me faut un jingle musical, un truc actuel qui plairait aux élèves. Un truc, une chanson qui évoque la France, la puissance de la France. Peut-être un truc pour toi. Un truc actuel qui plairait. Hein. Ouais. Ah, peut-être ça. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée le temps d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Ça tirait ça? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les élèves. Ouais, c'est vrai. Ouais. En même temps, je ne sais pas si l'idée du jingle c'est une bonne idée. Je te remercie. Dans les classements mondiaux, la France est considérée comme étant la 6e puissance économique mondiale. Elle fait partie d'un pôle majeur de l'économie mondiale, l'Union européenne, que vous connaissez. Mais question, quels sont les principaux aspects de cette puissance économique française dans le monde? Nous allons voir deux aspects principaux. Tout d'abord, nous allons étudier effectivement le poids des grandes entreprises françaises dans le monde. Et oui, les entreprises françaises insérées dans la mondialisation jouent pour beaucoup dans le rayonnement économique du pays. Prenons simplement une entreprise que vous connaissez tous, Ubisoft. Mais saviez-vous que Ubisoft était une entreprise d'origine française? Joris, tu peux nous rappeler l'histoire de cette réussite économique française? Oui, c'est un succès économique et commercial qui s'est construit en une trentaine d'années. Au départ d'Ubisoft, il y a une entreprise familiale qui vend du matériel agricole en Bretagne. Devant les difficultés d'entreprise, les 5 frères Guillemot, du nom de cette famille de créateurs, se sont intéressés aux jeux vidéo. D'abord en vendant et en distribuant en France des jeux vidéo conçus par des entreprises étrangères avant d'envisager la création de leurs propres jeux. Dans les années 1990, Ubisoft ouvre des studios de développement de jeux vidéo en France, mais aussi en Europe. Assez vite, avec le succès de ses premiers produits, je ne vous présente pas le fameux Rayman, l'entreprise s'internationalise, c'est-à-dire qu'elle ouvre des filiales et des studios à travers le monde et rachète aussi des petites entreprises du jeu vidéo pour continuer son développement sur la planète. Mais Sébastien, sais-tu que Ubisoft, ça vient de soft pour logiciel et Ubi pour ubiquité? Ubiquité comme le fait d'être partout en même temps, partout à la fois? C'est intéressant. Voyons si vraiment l'entreprise Ubisoft est partout à la fois dans le monde. Regardons attentivement ces cartes de localisation. Voici donc proposées plusieurs cartes à différentes échelles. À échelle nationale, 3000 salariés travaillent donc dans les studios de Rennes, Montpellier ou encore Bordeaux, tandis que Montreuil, près de Paris, est le siège social d'Ubisoft Monde. À bien y regarder, la firme est implantée dans des grandes aires urbaines et en grande partie dans l'arc des technologies qu'on appelle aussi la Sunbelt française. Ça doit peut-être sûrement réveiller quelques souvenirs. À l'échelle européenne, près de grandes villes du continent, l'entreprise a ouvert un grand nombre de studios ou filiales également. Enfin, voici une carte de l'ensemble de la Terre. Cette carte est donc un planisphère. Cette carte prouve l'implantation planétaire. 14 000 employés sont hors de France, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, notamment au Canada et un peu en Asie. Alors pourquoi cette implantation? Ubisoft est présente dans les régions où elle va pouvoir recruter des dessinateurs, infographistes, programmeurs, dans de grandes métropoles mondiales où on trouve les grandes écoles. Elle est aussi présente près des régions où l'on vend ses produits, sans doute pour sentir le goût des consommateurs. L'implantation d'Ubisoft se limite aux pays très développés, sur 3 continents, logique quand on sait que la firme réalise
47% de ses ventes en Amérique, 37% de ses ventes en Europe et 17% en Asie. Ubisoft est donc bien une firme transnationale, c'est-à-dire une entreprise qui, partie de son pays d'origine, est implantée dans un grand nombre de pays du monde. Comme Ubisoft, les firmes transnationales françaises participent ainsi à la puissance économique du pays. La France compte des entreprises bien plus importantes en nombre d'employés et bénéficiant d'une implantation vraiment mondiale. Voici quelques exemples. Vous connaissez par exemple Total, la firme spécialisée dans l'industrie pétrolière notamment. Carrefour, la marque de distribution que vous connaissez tous, très implantée en Chine. Ou encore LVMH, moins connu, mais qui est vraiment un géant de l'industrie du luxe aujourd'hui. Quand une entreprise s'implante de préférence à certains endroits du monde selon ses stratégies propres et selon ses intérêts propres, on parle de stratégie territoriale. C'est le cas d'Ubisoft quand elle choisit là où elle doit ouvrir de nouveaux studios. La puissance et le rayonnement de la France s'appuient aussi sur les Français qui travaillent hors de France. On compte ainsi environ 2 millions de Français qui vivent en dehors du territoire national. On appelle ces personnes des expatriés. Regardons à nouveau ce planisphère. À nouveau, essayons de nommer les principales régions qui accueillent des expatriés français à travers le monde. Première surprise, la majorité des Français qui quittent le pays ne vont pas forcément très loin. Plus de 600 000 d'entre eux sont installés en Europe, dans un pays de l'Union européenne, un grand nombre aussi au Royaume-Uni. Deuxième élément, hors d'Europe, d'importantes communautés de Français vivent dans de grandes métropoles d'Amérique du Nord, aux États-Unis comme au Canada, mais il y a aussi une part importante d'expatriés en Afrique. J'ai une question, Joris. Pourquoi des Français décident-ils de quitter la France? Pourquoi décident-ils de s'expatrier? Chaque expatrié a ses propres raisons. On peut en retenir certaines, l'envie de changer de pays, d'aller à la rencontre d'autres cultures, par défi personnel aussi parfois. Il y a un motif professionnel, parfois celui de gagner mieux sa vie, ou de profiter d'une opportunité professionnelle. Reprenons l'exemple d'Ubisoft. Des employés ont d'abord travaillé dans les studios français, voire européens, avant de décider de partir travailler dans un studio à Montréal, à Singapour, voire en Chine. Sans changer d'entreprise, ils ont pu changer de pays avec leur famille. Mais alors, c'est une chance ou pas pour la France d'avoir autant d'expatriés? Un peu des deux. Cela pourrait être pris pour un problème, car ce sont de jeunes diplômés qui partent. De jeunes talents, formés parfois dans les écoles françaises, c'est une perte de talent. Souvenez-vous de votre cours de 4e, peut-être avez-vous entendu parler de l'exode de la fuite des cerveaux, ou le brain drain. En même temps, dans les pays d'accueil, les Français forment des communautés parfois très actives, qui gardent des liens étroits avec la France. Ils restent citoyens, participent aux élections nationales et élisent même leurs propres députés. Parfois, ils reviennent en France et créent des entreprises également. Nadine, j'ai vraiment besoin de ton aide en fait. Il me faut une chanson sympa, un habillage musical, un truc qui évoque Paris, la vie parisienne, quelque chose de trépidant, un truc qui va remettre de l'entrain dans la vidéo. Tu aurais ça? Ouais, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai trouvé un truc qui pourrait te plaire. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Ça tirait ça? Comment dire En même temps, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus d'auto à Paris. C'est vrai. Il y a eu des vélos. Je vais chercher sur Deezer un truc sympa. Tu veux? Hein, merci. Merci beaucoup. Nous connaissons tous des aspects importants de la culture américaine. On la consomme au travers des séries télé, des films, de la musique. La France dispose-t-elle également d'une culture influente? Et cette culture s'exporte-t-elle? Plus de 280 millions de personnes dans le monde parlent français. On appelle ces personnes des francophones. La francophonie, c'est un aspect important qui contribue au rayonnement culturel du pays. Voyons tout de suite pourquoi. Joris, comment tu peux expliquer simplement cette importance du nombre de francophones dans le monde, c'est-à-dire de gens qui parlent français? Chers élèves, encore une fois, vous tenez sans doute la réponse. On peut faire le lien avec votre cours de 4e. Rappelez-vous quand vous avez étudié le 19e siècle. Et oui, l'explication est historique. Cette importance du français aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest ou du Nord, est liée à la période de la colonisation. Concernant Ubisoft, si l'entreprise emploie aujourd'hui 4500 personnes dans 5 studios canadiens, c'est parce que l'entreprise avait le souhait de pouvoir travailler aussi avec des francophones, notamment au Québec, qui est une province francophone du Canada.
Plus facile, évidemment, de se répartir la conception d'un jeu vidéo entre plusieurs studios localisés autour du monde. Quand on partage une même langue, le studio de Montréal peut plus facilement travailler avec celui de Bordeaux ou de Montpellier. Et cette présence mondiale du français, ça présente un avantage, car la langue transmet les valeurs et la culture d'un pays. La France soutient la création d'écoles d'enseignement français à l'étranger. Prenons l'exemple des lycées français de l'étranger. Cette carte nous montre leur répartition sur le monde. Ils sont disséminés un peu partout, mais cela crée un lien très important entre les élèves et la France. Certains seront tentés peut-être de poursuivre leurs études en France, voire même de s'y installer plus tard. La France soutient également la création de médias francophones présentant l'actualité, la culture avec un regard français. Vous connaissez sans doute TV5 Monde, présente dans 197 pays. Il y a également France 24, une chaîne de télévision dédiée aux francophones. Les programmes de ces chaînes, au-delà de leur aspect éducatif pour l'apprentissage de la langue, sont aussi une vitrine pour la France. Avec la présence d'expatriés dans le monde, l'existence d'une communauté de 300 millions presque de francophones, mais aussi la présence mondiale de la France à travers ses territoires ultramarins, peut-on dire que la France exporte ou diffuse sa culture? A-t-elle vraiment une influence culturelle sur le monde d'aujourd'hui? Reprenons l'exemple d'Ubisoft, s'il te plaît Joris. L'entreprise aide-t-elle vraiment la diffusion de la culture française? La firme s'est bien intéressée à l'histoire de France. À travers différents jeux, elle a pu évoquer la Révolution française ou le patrimoine du pays. À travers d'autres jeux, elle s'est intéressée à l'histoire européenne de ses origines au XIXe siècle. Mais une partie du catalogue s'intéresse tout autant à la culture américaine, aux grandes villes états-uniennes, The Division, Watch Dogs. Elle a même noué des partenariats avec la firme japonaise Nintendo. Donc pour plaire au plus grand nombre de joueurs au monde, l'entreprise a plutôt développé des jeux dits mainstream. Mainstream? Comment tu définis ce terme de mainstream? Le mainstream, qu'on peut traduire par vent dominant, c'est la culture qui plaît à tous, qui est faite pour s'exporter facilement. L'entreprise n'est donc pas spécialement une ambassadrice de la culture française, mais elle le fait rayonner à travers le savoir-faire des dessinateurs, des graphistes, des programmeurs français ou francophones, que d'autres entreprises étrangères aimeraient débaucher, car nous avons de grandes écoles spécialisées dans ce domaine. Si on compare l'influence de la France à celle d'autres pays, un constat peut s'imposer. Sans occuper le premier plan, la France dispose malgré tout d'une influence reconnue, principalement héritée de l'histoire. Alors, le français est la 5e langue la plus parlée au monde, c'est devenu la 4e langue des échanges sur Internet. Des entreprises françaises diffusent un art de vivre à la française autour de la gastronomie, du vin, du luxe, de la mode. Pensons à la Fashion Week. La France se distingue dans l'industrie du cinéma. Certains films passent les frontières, tandis que le Festival de Cannes reste très réputé. Dans le cinéma d'animation, les studios MacGuff, vous connaissez certainement Moi, Moche et Méchant, diffusent le savoir-faire des infographistes français. Dans le domaine musical, des groupes comme Daft Punk, Phoenix ou les DJ David Guetta, M83, Kavinsky, DJ Snake sont connus mondialement. En architecture, Christian de Portzamparc dessine des bâtiments construits aux 4 coins du monde, alors que le Louvre s'exporte à Abu Dhabi. Des artistes s'illustrent à l'étranger, comme le plasticien JR, tandis que la France reste très influente dans le domaine de l'art contemporain, etc., etc. La liste est évidemment très très longue. Pour autant, peut-on dire que la France dispose d'un soft power? Par soft power, on entend la puissance douce, c'est-à-dire, on nomme de cette façon tout ce qui peut rendre un pays influent, sa capacité à diffuser sa culture, ses arts, ses sports, etc., etc. Alors, à l'évidence, la France n'a pas un soft power aussi puissant que celui des États-Unis ou de la Chine, mais comme elle excelle dans certains domaines bien précis, bien particuliers, on pourrait presque parler d'un soft power à la française. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la question, Sébastien, tu as bien quelques minutes en ligne pour faire l'Assassin's Creed.